complètement différent. On va parler du patrimoine de l'eau en Lozère, donc avec Isabelle Larnas et Cécile Fourchoteau, deux collègues du conseil départemental. Alors, il va être question au tout début de la conférence justement de la mission d'inventaire, puisque la conférence qui va vous être présentée ce soir résulte justement des travaux qui sont effectués notamment par Cécile dans le cadre de la mission d'inventaire du patrimoine, qui est, si je ne m'abuse, déléguée par la région au département, puisque la mission d'inventaire est une mission normalement qui relève de la compétence des régions, mais il y a quelques exceptions en France, il me semble, dont le département de la Lozère fait partie. Donc le département a la compétence, exerce la délégation en tout cas, voilà, sur l'inventaire du patrimoine. Donc c'était intéressant pour nous d'avoir un peu ce regard aussi sur ce patrimoine qu'on évoque un petit peu aussi dans notre exposition, mais là on a nos deux expertes locales qui vont pouvoir un peu parler de leurs travaux en la matière. Notamment aussi, il y a eu un article il n'y a pas longtemps qui sert de base à cette conférence, qui a été publié dans la Revue du Sud, qui est une revue qui est plutôt sur le sud-ouest de la région Occitanie en fait. Et c'est Cécile qui a signé l'article sur le patrimoine de l'eau. C'était un numéro consacré à l'eau dans la région Occitanie en fait. Voilà. Donc vous pouvez le consulter, disponible en ligne. Voilà. Alors je vous propose donc de laisser la parole à Isabelle et Cécile, et puis si vous avez comme d'habitude des questions à la fin de la conférence, n'hésitez pas aussi à échanger. Voilà, bonne conférence. Merci. Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc pour ce soir, vous m'entendez bien au fond, il n'y a pas de souci, ça porte bien. Voilà, donc comme le disait Pauline, je vais vous présenter rapidement la mission inventaire que nous avons au département. Donc la thématique d'aujourd'hui est donc une thématique transversale sur la thématique de l'eau. Donc en effet, le travail repose sur un long article qu'a rédigé essentiellement Cécile au sein de la direction et qui a été publié par la région Occitanie. Et on l'a agrémenté d'énormément de photographies, parce que vous savez qu'à la base, le travail de l'inventaire, c'est aussi d'enregistrer au maximum les informations patrimoniales à l'instant T, c'est-à-dire au moment où elles sont prises, et ensuite d'essayer d'en retrouver un peu l'historique. Alors pourquoi y a-t-il une mission inventaire en Lozère? Eh bien tout simplement parce qu'en 2000, ça ne nous rajeunit pas, le département de la Lozère s'était porté volontaire auprès du ministère de la Culture pour expérimenter en département la mission de l'inventaire, qui au départ était une mission exercée en DRAC. C'est un service qui avait été créé par André Malraux au moment des 30 Glorieuses, au moment où on détruisait énormément les faubourgs des grandes villes pour y installer, vous savez, les fameuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues, ces fameuses barres HLM pour beaucoup héberger de monde. Et il avait vu partir assez vite du patrimoine important, et il s'est dit, bon, on ne peut pas protéger monuments historiques tous les faubourgs de France, donc il faut qu'on ait un outil pour enregistrer au moins cette mémoire patrimoniale avant qu'elle ne disparaisse. Et il avait donc créé cette mission inventaire dans les années 60, en 64 je crois précisément, et c'est donc une mission qui était restée au sein des DRAC, au sein de l'État. Et au moment des réflexions sur la deuxième phase de décentralisation, donc dans les années 2000, il cherchait donc un département pour l'expérimenter. C'est donc la Lozère qui avait été choisie, et j'ai moi-même été recrutée sur cette mission-là, donc en 2000 quand je suis rentrée au département. Au bout des 3 ans d'expérimentation, le rapport national avait démontré que c'était la bonne échelle administrative pour faire de l'inventaire, sauf qu'au final ça a été décentralisé dans les régions. Mais ça, vous savez, souvent le sort des rapports ministériels n'ont pas forcément le sort qui était prévu au départ. Donc en 2006, décentralisation dans les régions, parce que c'était plus facile en fait à gérer au niveau administratif, région, État, région, collectivité territoriale. Et donc depuis, en effet, la région a en charge la mission patrimoine. Et donc elle nous a été déléguée en 2016 de manière officielle. On l'a fait de manière officieuse entre 2006 et 2016. Et en 2016, donc, on a versé toutes nos données sur la base de données régionale et donc nationale derrière. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on a un long passé d'inventaire patrimonial en Lozère, puisqu'il avait débuté à la fin des années 80 et qui se poursuit maintenant avec Cécile depuis qu'elle est parmi nous. Donc voilà pour ce petit préambule administratif qui explique notre travail ici. Donc on va attaquer sur le thème d'aujourd'hui, donc sur le patrimoine de l'eau. Je voudrais juste dire que nous allons faire la conférence à 2 voix. On va alterner
nos deux voix selon les thématiques qui seront abordées, puisqu'on est plus ou moins spécialiste des questions, enfin de l'une ou des autres questions. Et puis peut-être ce sera moins lassant pour vous en termes d'écoute. Donc, première diapositive pour vous présenter l'importance de l'eau en Lozère. Je pense que vous le savez tous, que le département a failli s'appeler le département des sources à la Révolution française, justement parce que nos anciens avaient bien identifié qu'on avait beaucoup d'eau en Lozère. Donc, on a volontairement mis cette diapositive qui vous montre ce que les hydrologues et géographes appellent le chevelu, c'est-à-dire l'ensemble des cours d'eau du département. Vous voyez, c'est quand même très très bleu dans notre département. Et c'est une ressource abondante. Voilà le chiffre, 437 cours d'eau pour 6700 km d'eau, de voies d'eau dans le département, ce qui reste, alors je ne sais pas si c'est un record national, mais en tout cas un volume extrêmement important. Et un réservoir d'eau qui est situé, comme vous le savez, en altitude. On oublie souvent que la Lozère est le département le plus haut de France en termes d'altitude moyenne, puisque notre altitude moyenne affleure donc les 1000 mètres d'altitude. Donc on est à 979 mètres d'altitude moyenne sur l'ensemble du territoire. Et enfin, troisième élément extrêmement important, les bassins versants. Notre département a 3 bassins versants, ce qui est là carrément complètement exceptionnel, avec donc le bassin versant de la Loire, avec 2 rivières importantes, donc l'Allier et le Chapeauroux, enfin surtout l'Allier, plus connu que le Chapeauroux, qui est plutôt connu localement. Le bassin versant de la Garonne, avec pareil 2 rivières importantes, et une troisième un peu moins connue, mais très connue des Lozériens, le Lot, le Tarn et la Truyère. Et le dernier bassin versant du Rhône, qui lui verse sur la Méditerranée, pour former par les gardons Cévenol, le Gard, le Chassezac et l'Altier, enfin le Gard qui est lui le gros morceau qui se jette dans le Rhône. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit préambule rapide, géographique, de l'importance de l'eau dans notre département. Sauf sur les Causses. Ah oui, c'est vrai qu'il faut noter, en effet, que les Causses sont un peu blancs. Il y a un petit peu de bout de blanc. Voilà. C'est comme ça. On expliquera. Voilà, on va en parler. Tout à fait. Donc, un patrimoine très varié, comme vous allez le voir par l'ensemble des diapositives que l'on vous a sélectionnées. Enfin, je dirais même que Cécile a surtout sélectionné en puisant à la fois sur des photos d'inventaire anciennes et des photos d'inventaire plus récents. Un inventaire donc, qui est lié à un patrimoine qui est lié bien sûr au patrimoine géologique qui l'entoure. Et ça, on va rentrer dans le détail des différents bâtiments. Je ne sais pas si tu veux enchaîner ou je finis là-dessus. Après, voilà, là je mets un petit peu les différents paysages qu'on peut retrouver en Lozère, parce que bon, je suppose que vous êtes quand même tous lozériens, vous connaissez bien le territoire, donc les différents territoires géologiques ont fatalement une influence sur le bâti, donc on ne construit pas de la même manière sur tous les coins du département, on ne vit pas de la même manière, et ça influence totalement la manière de vivre et de construire. Donc je vous ai mis un peu le territoire calcaire, le schiste, le granit évidemment. Vous voyez les pêches des Bondons tout en haut. Hop là. Donc vraiment pour avoir aussi donc avoir en tête aussi cette variété de contextes. Oui. Donc ça fera plaisir à Monsieur Gély. Le patrimoine de l'eau, souvent, donc on a en tête beaucoup de petits éléments du patrimoine rural. L'idée sur cette diapositive, c'était quand même de montrer aussi qu'il y a une difficulté donc, sur l'inventaire de ces éléments, puisque ce sont souvent des petits éléments, donc comme des moulins, qui sont perdus au fin fond de nulle part, qu'il faut aller retrouver puisqu'ils ne sont plus en activité. Ce sont du patrimoine privé aussi, compliqué d'accès. Donc c'est vrai que là, l'intérêt d'avoir des ressources, des personnes ressources, c'est vraiment essentiel pour pouvoir aller repérer ces éléments et aller au moins donc les repérer, faire des photos, avoir un point GPS. Difficulté de datation puisque ce sont des éléments qui ont été utilisés par l'homme depuis l'existence de l'homme presque. Là c'est vraiment compliqué de pouvoir avoir une datation sur l'origine des éléments. Notamment là les puits, une fois qu'il est creusé, ma foi, on l'utilise, on le réutilise, on l'entretient et puis il sert encore jusqu'à maintenant.
Les ponts, c'est pareil, donc le pont de Bourrel, là sur le Petit Dubonnet, donc c'est un pont qui chevauche deux communes, à qui appartient le pont, qui va l'entretenir, voilà, c'est vraiment des problématiques aussi qui font que l'usage est perdu, l'entretien est perdu, et donc au fil du temps, ce patrimoine se désagrège et finit un peu en déshérence. Et malheureusement, au XXIe siècle, on sait très bien qu'il y a une grande partie qui ne passera pas le cap. Donc l'importance aussi d'inventariser ces éléments maintenant, de toute façon qu'ils soient très anciens, du 19e ou du 20e siècle, parce qu'on sait très bien qu'à une courte échéance, ils vont peut-être disparaître. Voilà. Alors justement, le point important, c'est l'usage. Vous savez que pour faire durer le patrimoine, il faut qu'il serve, et que c'est justement ce patrimoine qui est un peu perdu au milieu de nulle part, qui est en déshérence parce qu'il n'est plus utilisé. Et on ne va pas revenir en arrière dans le passé, on ne va pas remettre en piste les vieux moulins, les vieux ponts ou les vieux habitats vernaculaires. Donc il faut vraiment prendre malheureusement son parti. Et c'est là où le rôle de l'inventaire est fondamental parce que, comme je disais en introduction, on va étudier, photographier, répertorier ce patrimoine à l'instant T du moment de l'inventaire. Donc là, avec le recul que l'on a, on voit que des photos qui ont été prises dans les années 80, on les confronte à des années 2020, c'est très intéressant parce qu'on voit les dégradations, si elles ont été importantes, pas importantes, etc. Et ça permet d'enregistrer des lieux où on ne serait sûrement pas allé si on ne les avait pas indiqués parce qu'ils sont souvent plus cadastrés. Donc on a divisé notre propos en 3 thématiques par rapport aux usages justement. Et on va commencer donc par les usages domestiques. Je te passe la parole. Alors, c'est pas forcément une liste à la Prévert qu'on va vous faire, mais c'est un peu un inventaire de toutes les formes en fait, d'édifices édicules qui sont liés à l'eau. Donc on a mis beaucoup de photos. Vous allez certainement reconnaître des lieux, peut-être en découvrir certains. L'idée est quand même de montrer aussi la variété de ce patrimoine à travers l'ensemble de ces éléments. Donc, premier usage, le plus fondamental, capter les sources pour pouvoir s'approvisionner en eau, que ce soit pour nous, pour les animaux, puisque c'est aussi utile à tout le monde, les cultures. Sur donc, le Brac, la Margerie et le Mont-Lozère, par exemple, capter les sources, c'est relativement facile, puisque vous avez vu le Chevelu, il y a des sources quasiment partout. Tout le monde a quasiment aussi une source privée dans son jardin ou dans un terrain qui est accessible. Donc l'idée là c'était de vous montrer 2 types de sources très standards, donc où on capte la source dans un puisard avec les bacs à abreuvoirs qui servent aux animaux, donc celui de Saint-Privat-du-Faux qui est en granit, l'exemple de Malavillette sur le Causse qui est en calcaire mais dont le système est toujours le même. On va capter la source dans un lieu qui est semi-enterré, pour que là on n'a pas de problème de gel ou bien d'accès, et puis l'eau coule toute seule, on la récupère dans les bacs. Sur le Mont-Lozère, c'est plus compliqué. Là j'ai mis l'exemple donc de Fignalette. Fignalette, c'est un tout petit hameau juste en dessous de Fignel. On est à 1150 mètres d'altitude. C'est une des rares fontaines à abreuvoirs que j'ai vu couvert. En fait, là, on a une espèce donc, de toiture qui permet d'isoler donc la fontaine à la fois du froid et de la neige. J'ai mis cet exemple aussi parce que sur la toiture est assez remarquable puisqu'on a utilisé encore des pâtes de moineaux pour couvrir donc, les murs pignons. Donc c'est ça, voilà, c'est des éléments qui sont très qu'on retrouve de façon très récurrente sur le Mont-Lozère, mais qui ont tendance aussi à disparaître. Ce sont des éléments qui aujourd'hui en fait, ne sont plus mis en œuvre, puisqu'on ne fait plus des toitures de ce type-là. Les lauses qui existent actuellement étaient certainement anciennement pas du tourlose, mais en chauve de seigle. Donc on a eu vous verrez quelques exemples restitués sur le Mont-Lozère. Mais l'idée, voilà, c'est cette fontaine-là était assez atypique justement puisqu'elle est en partie couverte. Les sources, plus tard, constituent des éléments quand même des lieux de vie, donc essentiels pour les villages. Donc on va capter et créer de vraies fontaines, à la manière de celle de Châtenay ou de Bar. Des fontaines qui sont aménagées où chacun pourra donc, venir puiser de l'eau. Et dans le cas de Bar, le lavoir qui est associé puisque l'eau est juste à côté. Donc un lieu de vie assez essentiel donc, pour les villageois.
Donc ce lieu de sociabilité s'associe aussi souvent au four, donc là au Duc, pardon, tout à fait à gauche. Donc vous avez le four, la fontaine au milieu, et on a aussi le métier affairé, donc un lieu de rencontre, donc vraiment un lieu social où chacun venait se retrouver. Sur le cas de la Brousse, on a le four à pain qui est lié donc à la source qui sert aussi de lavoir, et souvent donc à côté des fours à pain on a toujours les fontaines, puisque ça permet de refroidir les cendres, de laver le four. C'est vraiment une association qu'on retrouve particulièrement en Margeride et sur le Vrac. Le problème des datations qu'on a évoqué tout à l'heure, là vous allez me dire c'est pas vrai parce qu'il y en a qui sont datés. Bon, voilà. Le four de la Brousse notamment, donc on a une date qui est de 1773. Il faut savoir que souvent, ce sont des éléments qui ont pu être employés. Et comme on disait tout à l'heure, les sources comme les fours ou les moulins, en fait, une fois qu'ils sont créés, sont entretenus. Donc on va le refaire régulièrement, on va le réparer. On a notamment beaucoup d'archives sur ce type d'entretien. Donc ce n'est pas parce qu'on a forcément une date que fatalement, là le four ne date pas forcément de 1773. Donc il faut se méfier des dates portées. Donc ça frappait les désirs à l'équipe de Nelly. J'ai mis une des fontaines, des 8 fontaines de la Nuéjole, tout en haut, donc une fontaine qui est déjà mentionnée en 1687, qui peut dater en fait du 15e ou du 16e siècle, puisque en fait il y a une très belle accolade en relief qui surmonte donc, le linteau de cette source. C'est probablement la plus ancienne donc, de la Nuéjole, mais bon, voilà. Après, malheureusement, c'est pareil, on ne peut pas la dater avec conviction. Et je vous ai mis juste la fontaine de Mazérac, donc à Saint-Pierre-le-Vieux, donc on est vraiment au nord Lozère, qui elle est datée de 1914, puisque effectivement des travaux ont été faits à cette époque-là, et donc on a voulu mettre la date, et souvent, on a même le nom du maire qui est associé à ces dates. On a des gros travaux d'ailleurs, juste aux alentours de la Première Guerre mondiale, en Margeride. Donc on change de région, on passe sur l'Écosse. L'Écosse qui ont la particularité donc de ne pas avoir de cours d'eau, hormis dans les gorges, puisque le sol karstique est une véritable passoire. Toute l'eau qui tombe, qui est la même qu'ailleurs, en fait finalement n'est pas du tout retenue en surface et s'infiltre à l'intérieur donc du calcaire qui est creusé de galeries. Les seuls éléments qui retiennent un peu l'eau, donc ce sont les lavognes, appelées aussi lavagnes. Ce sont des petites cuvettes, des mares naturelles où l'argile en fait va tapisser le fond, et ce qui permet en fait à l'eau de stagner. Donc ce sont des mares qui sont utilisées par les animaux en priorité pour pouvoir s'abreuver. Et ce système donc, de lavogne a été repris par l'humain, puisque entretenu, amélioré, maçonné, pour pouvoir en fait avoir un usage plus récurrent. Donc là, je vous ai juste mis de lavogne, on va dire naturelle, du chazou et de l'omède haute, qui sont des belles lavognes. L'élodie, donc là on est à la Lavagne. La Lavagne est un petit hameau vraiment de une ou deux habitations, qui porte bien son nom, puisque la Lavogne est beaucoup plus grosse que le hameau. En fait, en haut, elle fait 22 mètres de large sur 30 mètres de long donc en hiver quand elle est pleine. Et à gauche, vous voyez son état en été. Donc on sent que voilà, l'eau s'évapore, est utilisée. Donc elle a vraiment une fonction. Là, on se situe sur donc, la commune de Hurs-la-Parade, sur le Cosméjean, donc à Saubert. C'est un lieu isolé également, et vous pouvez voir que là, la Lavogne a été aménagée. Donc on a carrément fait une canalisation empierrée pour pouvoir apporter l'eau, et tout le fond de la Lavogne a été complètement aménagé. Je continue. C'est comme tu veux. Je peux enchaîner sur les cavités. Donc, comme le disait Cécile, les eaux qui s'infiltrent façonnent le calcaire. Et il est intéressant donc de noter qu'un certain nombre de points d'eau sont aussi associés vraisemblablement à peut-être des anciens lieux de culte, en tout cas des marqueurs religieux, comme vous pouvez le voir ici à Saint-Roch-de-Dolan, à la grotte de la Fontaine des Fonds, où on a à la fois une croix, une grotte et bien sûr les lavognes associées. Donc ça, c'est toujours intéressant pour montrer cette filiation
même si là encore on n'a pas d'éléments de datation au sens strict du terme, mais on sent que la nécessité d'avoir de l'eau a toujours été liée aussi à des demandes auprès des divinités ou de Dieu pour les parties, enfin pour la période chrétienne, pour avoir de l'eau. Donc on a des fois des associations intéressantes. Donc un autre exemple donc, sur la commune de Montbrun. La citerne, voilà. La toponymie est aussi intéressante puisque la Lavagne, la citerne, les fonds, donc voilà, on est toujours relié à l'eau et le lac. Voilà, le lac. Ouais. Vraisemblablement, de toute façon, l'importance de ces lieux, c'était vraiment trouver de l'eau sur les côtes et on s'installait là où il y avait de l'eau, fatalement. Si tu l'as visité, donc voilà, ça c'est un très très bel exemple sur le hameau donc, de Nivolier qui est entretenu par un agriculteur mais qui appartient à l'association TAC, vous savez, qui gère la réintroduction des chevaux du chevalski. Et en fait, en visitant donc leur grand terrain pour aller voir les chevaux, on est tombé donc sur ce superbe aménagement avec donc des cuvettes extérieures qui permettaient donc l'utilisation en allant puiser de l'eau à côté, l'utilisation peut-être pour laver des choses ou pour faire boire des animaux, enfin peu importe l'usage, mais en tout cas un aménagement sculpté là qui n'est pas du tout naturel dans les cavités que vous avez là. Et derrière, juste derrière, donc l'entrée d'un puits que vous avez là, puits, citerne, voilà, parce qu'il y a à la fois de l'aménagement naturel et du creusement, de l'aménagement artificiel par les autres et du creusement naturel. Donc vous voyez, il y a un aménagement en escalier, escalier qui peut avancer très loin dans l'eau pour les périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau et qui est recouvert par l'eau au moment où l'eau est plus abondante. Donc vous le voyez ici à peu près à moitié de remplissage. Donc bon voilà, j'ai été au mois de janvier, hein, cette photo date du mois de janvier, donc vous voyez, même au mois de janvier, c'est quand même pas plein à rabord. Autre type de puits, donc sur les Causses, je te laisse en parler peut-être, que tu les connais mieux. Ouais. Alors, donc on se situe sur la frange nord du Causse de Sauveterre, autour de Chanac. Donc à la façon de la grotte de Nivolier, ces puits qui sont dits romains, en fait, ce sont des puits qui vont en profondeur, avec des escaliers, hop, donc on a une forme hélicoïdale, un petit escalier en colimaçon qui descend jusqu'au niveau de l'eau, un peu comme les puits indiens si vous connaissez, enfin, le principe est toujours le même, hein. On va creuser au très très profond jusqu'à ce qu'on tombe sur une nappe phréatique et en fonction du niveau de la nappe en fait, donc ça alimente plus ou moins le puits. Donc voilà, ces puits sont appelés puits romains parce que certainement très anciens, mais de la même façon on n'a pas trop d'éléments pour pouvoir dater ces ils peuvent être antérieurs comme postérieurs aux Romains. Donc les puits que j'ai pu visiter, donc il y en a 4 ou 5, font à peu près entre 4 mètres et 5 mètres de diamètre. La profondeur, je ne pourrais pas vous le dire parce que là c'est impossible. Je ne vais pas plonger pour aller donner de la personne. À ce moment-là, non. Un autre exemple de puits sur le Causse, donc c'est le puits qui est pas très loin de Clavier, qui a un joli puits, pareil, aménagé de 4,50 mètres. On en a quelques-uns qui se succèdent en fait sur toute une lignée, donc voilà, où on sait que les drailles passaient fatalement aussi par là, puisque ce sont des sources qui sont indispensables donc, pour les troupeaux. Alors, donc on change d'univers, on repasse à des usages un peu plus vraiment domestiques, et les aménagements de puits, de citernes, vraiment pour l'usage de l'humain là. Donc là j'ai juste mis quelques photos de puits basiques que tout le monde connaît, donc celui de Saint-Sauveur où on voit très bien la margelle qui dépasse avec encore le système de la corde et du seau qui va descendre pour aller récupérer l'eau. Je vous signale juste celui qui existe encore dans la collégiale de Bédouès. En fait, derrière la collégiale il y a un petit enclos fermé à l'intérieur duquel il y a un puits. Donc c'est l'appui, voilà, ce petit puits qui ressemble à pas grand chose là, donc, qui a été pris en 1970 par l'inventaire. Bon, il est toujours là, il n'est plus dans cet état là, mais voilà, c'est pour vous prouver qu'il y avait quand même des puits un peu partout sur l'ensemble du territoire. Alors là je vais vous mettre un exemple, donc on est sur la Margeride, Choyac, on est vraiment tout au nord du département. C'est une maison que j'ai inventoriée lors quand je faisais le canton du Mazieu, qui est assez atypique en fait. C'est une petite maison qui n'est pas abandonnée, bon, c'est vrai qu'actuellement elle ressemble à ça.
Elle n'est pas habitée, elle sert de stockage. Donc il y a une date effectivement sur le linteau en 1779. Il y a un cadran solaire, il y a un four à pain à l'intérieur, il y a des placards, une souillarde, tout est aménagé, mais on dirait vraiment une grange à l'intérieur, c'est vraiment particulier. Et puis devant, là, le petit édicule rond, donc ce n'est pas un four, mais c'est un puits. Alors, donc voilà, de l'autre côté, on voit l'entrée du puisard qui est fermée par cette palette, et l'intérieur donc du puits qui est extrêmement bien appareillé, un appareil très très soigné de granit. Vraiment une petite perle que franchement qui paye pas de mine du tout quand on passe devant, mais il faut avoir un peu de curiosité, passer la tête à travers le puisard. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui restent encore comme ça, disséminées sur le territoire et qui sont voilà. Le puits du Falisson, donc ça c'est un puits qui a été inventorié dans les années 90, donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un des rares puits couverts aussi, qui est vraiment enserré dans une espèce de grosse, enfin pas une caselle parce que c'est plus gros qu'une caselle, mais qui a une couverture en tas de charge qui est vraiment très belle, voilà, qui était le seul couvert aussi. Parmi les éléments remarquables, curiosité locale, il y a la région caucuresque qui se distingue vraiment. Puisque on a un système donc, de puits là où le puits en fait c'est vraiment un trou qui est recouvert d'une lauze, et quand on a juste à ouvrir la lauze, à décaler la lauze pour accéder donc au conduit, et on va puiser son eau grâce à cet outil qui s'appelle une poussarinque, dont certains exemplaires sont encore conservés dans les jardins. Donc c'est un système de balancier qui s'apparente au chadouf, je ne sais pas comment, chadouf égyptien. Donc vraiment un système de balancier où en fait on va aller prendre son eau, on va balancer le seau à l'intérieur du trou et puis on va remonter l'eau comme ça. Donc vraiment quelque chose qui est assez vraiment particulier à Caucurès, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, et je pense que, sauf si peut-être vous avez vu des systèmes apparentés ailleurs. Et il y en a plusieurs exemples à Caucurès, ouais. Donc pas une lubie d'un propriétaire. Donc là, pareil, on ne sait pas d'où vient cette tradition particulière, mais en tout cas, oui, il y a bien 5-6 exemplaires encore. Alors, soit donc celui-là est vraiment en état de fonctionnement, ailleurs elles sont démontées et on retrouve des éléments, les poteaux, les lauses démontées, voilà. Mais c'est assez intéressant à noter. Ouais. Et donc, on voulait aussi terminer sur les puits pour montrer quand même qu'on a des exemples quand même très anciens dans le département, et que l'un des plus intéressants que l'on ait trouvé a été découvert sur le castrum d'Apché au moment des fouilles archéologiques qui se sont déroulées un peu partout dans le château, mais le puits en tout cas a été trouvé ici, donc dans les parties qui ont été fouillées au pied de la tour, qui ont révélé ce très grand logis magnifique que vous pouvez aller voir les vestiges aujourd'hui, et que quand l'archéologue donc Isabelle Rémy est tombée sur le puits, elle a demandé à un spécialiste, un archéologue spécialisé dans les puits, d'en faire une étude, d'aller voir au fond et d'étudier la stratigraphie au fond du puits, parce que voilà, nous on n'est pas vraiment formés pour aller descendre dans des trous étroits et pas très commodes, et ils ont eu la très bonne surprise de découvrir un seau en bois qui du coup avait été conservé du fait d'être tombé dans la boue au fond du puits. Et Monsieur Brugeron a eu la bonne idée de répondre à un concours. Vous savez, il y a Arc Nucléaire, qui est une branche conservation des monuments historiques et objets monuments historiques rattachés au CEA nucléaire de Grenoble. Et ils interviennent sur les objets archéologiques ou les objets d'art qui peuvent appartenir aux communes, quand les dégradations sont tellement importantes qu'on ne peut pas restaurer le bois. Ils ont des techniques donc ils infiltrent à l'intérieur des systèmes de résine par un système nucléaire, et ça permet donc de conserver les bois. C'est comme ça que les bois les barques qui ont été trouvées dans le Rhône, à Lyon par exemple, ont été traitées au CEA de Grenoble. Et bien, le petit seau d'Apché a été traité par le CEA parce que M. Brugeron avait gagné un concours national en disant voilà, je voudrais faire restaurer mon seau, et finalement le petit seau médiéval d'Apché avait attiré l'attention des spécialistes du CEA. Voilà, ça c'est pour la petite histoire.
mais en tout cas un système de puits tout à fait bien élaboré qui était bien utilisé dans la cour du château. On a également un exemple donc, au castrum de Castelbouc qui lui est sur une parcelle privée. Donc voilà, le château, vous savez, il se devine à peine malgré qu'il soit très imposant au-dessus du hameau de Castelbouc, donc dans les gorges du Tarn. Et en montant sur le site, donc il y a bien l'installation d'un système de puits, peut-être citerne, puits ou citerne, on ne sait pas trop, parce qu'il est encore enfoui. Mais voilà, au milieu des ruines du château. Alors là, je ne pourrais pas vous dire si c'est une cour, dedans, dehors, hein, puisque là, on est vraiment dans des ruines. Donc il y a Lucien Bayrou, qui avait notre ancien architecte des bâtiments de France dans les années, fin des années 90, qui avait fait ce relevé très pertinent d'ailleurs, parce que c'est à ce jour le seul relevé que nous ayons de ce bel édifice, dont le propriétaire aimerait bien qu'il soit restauré, mais vu les problématiques d'accès, j'ai bien peur qu'il nous survive encore quelques années. Un autre exemple assez remarquable, également dans un château privé, donc Saint-Étienne-Vallée-Française, le château de Cambière, bien connu de la Fondation du patrimoine cette année, puisqu'il a obtenu donc, le prix de la Fondation cette année. Mais dans sa cour intérieure, eh bien, le propriétaire a découvert, non, il était visible, a identifié un puits. Ce que lui a fait par contre, c'est qu'il est allé gratouiller au fond. Et donc il est relativement étroit au début, mais tout à fait énorme quand on arrive au fond. Il nous a fait passer une petite vidéo où on voit l'intérieur du puits. Et ça, c'est un élément assez remarquable parce que la question de la gestion de l'eau dans les Cévennes, vous allez voir, on finira là-dessus, est une problématique importante. Et c'est, à ma connaissance, le seul puits identifié sur un château Sévenol, à l'intérieur d'un château Sévenol, et en ce sens, il est assez remarquable. Bon, quelques mots sur les citernes, sur les causses, je te laisse la main. Oui, alors c'était, parce que voilà, on a fait un peu les châteaux, il faut aussi voir le bas peuple, hein, n'est-ce pas? Il y a besoin aussi de s'abreuver, de voir. Donc voilà, c'était juste pour, donc sur les causses, un petit clin d'œil effectivement aux toitures qui sont bien spécifiques pour récupérer l'eau, aussi le système de récupération, puisque de toute façon, voilà, l'eau partant, il faut bien la stocker. Donc je vous ai mis juste l'exemple des Monzioles avec ces ces belles toitures relativement plates. Donc là, c'est une jasse qui se situe à Paros. Qui est dans cet état. Donc, je l'ai visité cet été, hein, donc voilà, elle est très très belle, enfin, moi je la trouve très belle en tout cas, qui a gardé encore sa configuration initiale avec donc la jasse qui est voilà, la jasse qui est là, et puis donc la petite citerne qui est juste à côté. Donc cette jasse en fait elle appartient à un de nos collègues. Du coup c'est pour ça que j'ai pu la visiter, et l'avantage c'est qu'en fait il a vidé sa citerne il n'y a pas très longtemps. Donc là vous voyez bien le système de l'eau qui coule, donc qui va permettre, qui va par la déclivité, par gravité, atterrir en fait dans cette bouche en fait, de la citerne, et qui va, là on a l'intérieur de la citerne en fait qui est à moitié creusé et enduite, qui est récupérée dans ce système de citerne collé donc à la jasse. On ne pouvait pas ne pas parler de Boissé, puisque c'est un domaine départemental, n'est-ce pas? Et où là, donc, le système de récupération d'eau est quand même bien visible, puisque donc, les troncs évidés qui permettaient donc, de récupérer l'eau des toitures, le système est encore en place. Donc, sur les corbeaux en pierre qui dépassent donc, du bâtiment, tout donc, le réseau de troncs qui aboutit donc, à la récupération de l'eau qui est stockée dans une citerne qui est interne au bâtiment. Là, donc, un des puisards qui permettait depuis l'étage de récupérer l'eau grâce au seau et au corps. Donc vous avez les traces du cordage sur l'appui du puisard, avec la particularité que donc l'eau des bâtiments dédiés aux animaux servait donc à abreuver les animaux, et l'eau qui tombait sur les logis servait aux humains. Du coup, en fait, les citernes étaient vraiment distinctes et chaque bâtiment était utilisé à cette fin. C'est pour ça que c'est pas tout à fait le bas peuple. Hein. Moi, j'ai toujours ces beaux bâtiments ruraux qui viennent jusqu'à nos jours, ça restait quand même le haut du panier du monde agricole. Hein, parce
ce qu'on appelait les riches paysans ou les riches propriétaires terriens. Donc le deuxième usage que l'on a prévu d'aborder avec vous, c'est l'usage artisanal. Vous voyez qu'on passe par les usages plutôt que par les datations, hein, puisqu'on a des difficultés à dater ce type de patrimoine. Donc on va bien sûr commencer par les usages les plus connus, même si on ne va pas y passer non plus très très longtemps, parce que ce sont des usages assez identifiés. Ce sont les moulins. Donc il y en a foultitude en Lozère, des quantités astronomiques. Donc bon, cette quantité est intéressante en soi, bien évidemment. Mais vous voyez que par exemple sur la commune de Cubière, on a 10 moulins pour 9 hameaux. Donc je ne dirais pas qu'il y en a un par habitant, mais on est quand même sur des densités d'exploitation assez importantes. Si tu n'hésites pas à ajouter peut-être des choses, peut-être sur les différents moulins auxquels on peut être confronté. Donc moulin à blé, moulin bladier, hein, c'est les plus classiques, les plus fréquents. Donc bien sûr, quand on a la chance de retrouver les mécanismes à l'intérieur, ben, c'est tant mieux, hein, comme cet exemple ici à Saint-Pierre-le-Vieux. Une datation là, je pense. 1837. Voilà. Donc ça c'est assez rare, bien sûr. Bon, les systèmes de meules, bon, pas toujours en bon état, mais quand même qui peuvent être présentes, voire brisées. Des systèmes encore de comment on appelle ça? C'est les roues, les roues à cuillère. Les roues à la cuillère, chercher l'état. En fait, voilà, c'est un peu l'état dans lequel moi je trouve les éléments à l'intérieur. Voilà, on a des bouts de meules, on a des bouts de roues, on a des roues métalliques souvent. Les éléments en bois ont la plupart du temps disparu, donc, excepté donc, chez des privés qui ont conservé l'intégralité des moulins. J'ai mis l'une des rares roues verticales en fait, donc on a sur le enfin conservée en tout cas, à servir, puisque là il y a besoin d'un débit d'eau suffisant pour que la roue puisse être actionnée. Donc c'est vrai que ce sont surtout des moulins avec des roues horizontales qu'on trouve sur le département. Et surtout c'était des moulins, en fait, justement l'énergie qui est nécessitée pour faire tourner une roue horizontale est moins importante. Donc en fait c'est convenait plutôt à des petits hameaux ou des villages plutôt donc restreints. Sur un usage en tout cas moins important que les autres. Donc je parlais tout à l'heure donc des fameux toits restaurés donc en chaume de seigle. Donc on est à l'hospitalet, pardon. Pas l'hôpital. À l'hôpital, pardon, sur le Mont-Lozère. Sur le Mont-Lozère, où donc là il y a une importante opération de restauration qui a été menée par le Parc national des Cévennes pour restaurer certains éléments, certains édifices. Donc on a l'hôpital, enfin le Jureol, voilà, on a quelques éléments qui ont été restaurés. Donc autant on avait le mécanisme intérieur qui était en partie conservé, plus les restaurations des couvertures. C'est intéressant de noter les pas de moineaux là justement, vous voyez qui normalement sont plutôt conjoints, enfin utilisés quand on fait une toiture en chaume. Donc quelques exemples de moulins, là on va passer. Là c'est juste un moulin donc en schiste. Donc on est aux Avelas dans les Saint-Étienne, vallée française dans les Cévennes. C'est un moulin qui est très bien conservé. Il appartient à monsieur Emery qui est membre à BPS. Donc en fait c'est un monsieur qui sait très bien. C'est un artisan de la pierre sèche. Donc en fait il tient à son patrimoine, il l'entretient. Donc il m'a guidé sur ce site. Donc là, vous avez le moulin qui est accolé à une gourgue. Une gourgue, alors, pour les Cévenols, tout le monde sait ce que c'est qu'une gourgue. Pour les non-Cévenols comme moi, en fait, j'ai appris ce que c'était. Donc c'est le bassin de rétention d'eau, en fait. Quand il n'y a pas assez d'eau, on va la capter, on va la stocker pour pouvoir l'utiliser une fois qu'on a du grain à moudre, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc les gourgues sont construites et maçonnées non loin des moulins, et donc celle-ci est assez importante, elle est juste à côté. Elle est alimentée par différents canaux, on verra plus tard. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, c'est vrai que monsieur Emery connaît très bien l'histoire de son moulin, donc il y a des éléments qui sont conservés. Le moulin a été utilisé aussi jusqu'en 1943, puisque pendant la guerre, en fait, il y a des aménagements qui ont été faits pour pouvoir utiliser le moulin, le remettre en marche, puisqu'on avait besoin de farine, et c'était une époque compliquée, donc le moulin a marché encore jusqu'à. Alors les différents moulins en termes de technique, moulins donc ils sont bien attestés, moulins pour faire de l'huile de noix, des moulins pour faire du cidre, ça c'est un peu moins connu, et bien sûr pour l'orge, que ce soit l'orge perlée, le seigle, les céréales. Donc à noter donc, ces fameux meules coniques
qui servaient donc à ce type de moulinage. Donc bon, rapidement, je voulais vous rappeler ce que c'était qu'un moulin à foulon, mais ça vous trouvez la référence facilement dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, donc très précieuse pour tout ce qui concerne les techniques anciennes. Pour le coup, on n'a pas de... Parce que pour le coup, on en a, voilà, ils sont attestés, mais on n'en a pas retrouvé. Par contre, Martinet, bon, c'est un toponyme qu'on retrouve assez fréquemment en Gévaudan et notamment dans la partie Cévenol, où on voit que le travail du métal a été important, que ce soit le fer ou le plomb argentifère. Donc on a un beau vestige de Martinet à Saint-Étienne-Vallée-Française. Et c'est la Gourgue, je pense qu'il y a. C'est la Gourgue. Et ce qui est assez extraordinaire donc, dans les Cévennes, c'est même pour celui-là, d'accord. C'est bien sûr les béales, ces systèmes donc, de canaux d'irrigation qui alimentent les moulins et sur lesquels on peut avoir des travaux de sculpture, enfin de taille absolument incroyable, sur 3-4 mètres de hauteur des fois, pour abriter et aménager donc, ces canaux qui sont indispensables à la survie de ces moulins et qu'on utilisait essentiellement pour le minerai. Donc il y en a beaucoup dans les Cévennes. Donc voilà d'autres exemples, on va les passer vite. Qui sont moins spectaculaires puisque là on n'a pas de taille de schiste. Donc, voilà. C'est plus dans les Cévennes. Voilà. D'autres aménagements qui sont liés. C'est quand on tombe sur un moulin, fatalement on va trouver le pont, on va trouver les canaux qui ont plus ou moins encore les vannes en place. Donc ce sont des ensembles en fait. Voilà, il y a encore la vanne à faire. Mais l'idée c'est que voilà, le moulin ne vit pas seul en fait. On a tout le système autour et qui doit aussi être pris en compte. Et c'est entre autres les éléments qui partent aussi très rapidement. Alors, voilà, on revient donc sur les gourgues, puisque justement donc, ces éléments qui sont assez spectaculaires, puisqu'ils font en gros à peu près 15 mètres de large pour celle que j'ai pu voir et mesurer. Ce sont des éléments très imposants, donc voilà, effectivement on la voit donc, sur la photo aérienne, c'est le rond noir, c'est là où il y avait encore de l'eau à cette époque. Donc on est à Mascamargue, toujours sur le mont Lozère, où on a une énorme gourgue. Donc là, c'est un aménagement, c'est vraiment une maçonnerie. On a construit un mur qui fait en fait un barrage et qui retient l'eau. Donc le mur qui fait 3 mètres de large, qui est énorme et qui permettait d'avoir un aménagement artificiel pour créer cette gourgue. La plupart du temps, ce sont des éléments qui sont maçonnés. Donc on en a un exemple à Galanne, en margeride. C'est un des rares que j'ai pu voir. Les retenues sont un peu plus modestes d'habitude. Mais on trouve énormément de gourgues dans les Cévennes et en tout cas dans le sud du département. Donc aménagées de plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Donc là, on est à Saint-Maurice-de-Ventalon. Vraiment un tout petit moulin, encore perdu, vraiment le long d'un ruisseau, le Luèche. La gourgue est énorme, elle fait 10 mètres de long au minimum. On a un mur qui fait au moins 3 mètres de large, avec un tout petit moulin, donc le petit bâtiment que vous voyez en dessous, et l'étal à l'intérieur. Donc là, malheureusement, c'est tout petit, il ne reste pas grand-chose. On a les meules encore, mais effectivement, on a ce bâti en schiste assez important, qui est très beau, néanmoins, mais c'est vrai que compliqué. Et les fameux canaux de pied de borne, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un réseau de canaux installés à flanc de montagne, donc au pied de la borne, enfin pas au pied, plutôt au-dessus de la borne, et qui avait un système d'usage assez... Le kilomètre a disparu. C'était pas 4 mètres de long, c'est 4 km de long. Ah, 4 km. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu un recueil de paroles d'une ethnologue sur la région de Villefort, et il y avait un système d'usage de ces canaux, une fois la nuit, une fois le jour. Enfin, c'était extrêmement codifié par toutes les familles pour sur tout le tracé des canaux de la borne pour gérer cet usage de l'eau. Et ils sont maintenant en déshérence pour la plupart et ils vont sûrement tomber un de ces 4 matins. Donc c'est vraiment important de les enregistrer. Donc notre exemple de canaux, on va passer un peu plus vite et aborder donc le dernier point sur la partie industrielle.
on est allé on est parti de la maison, on est passé à l'artisanat et on termine sur l'usage industriel de l'eau, parce que paradoxalement, beaucoup dans Lozère et une révolution industrielle qui est restée relativement timide, alors qu'on avait quand même ce moyen, cette énergie à disposition. Mais il y a peut-être des choses à dire sur la fameuse soi-disant non-industrialisation de la Lozère, puisque un de nos collègues, Michel Viennin, que certains connaissent peut-être, a fait quand même un très gros inventaire du patrimoine industriel du département dans les années 90, dont on a amené quelques exemplaires si vous ne connaissez pas son travail et que vous les trouvez de toute façon sur les bases de données. Et en fait, ce travail a bien montré que finalement, contrairement à ce qui est un peu écrit partout, la révolution industrielle, elle est bienvenue en Gévaudan et en Lozère au XVIIIe siècle comme partout ailleurs, et elle a quand même eu son développement. Donc, bien sûr, l'usage le plus connu, c'est celui de la laine. Là, on ne va pas vous faire un cours là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a été très assez bien étudié en Lozère, par Gisèle Boyer, entre autres, mais d'autres, sur le poids économique de la laine, lié bien sûr à l'élevage dans un premier temps, et ensuite son développement avec les filatures de laine qui se sont installées à partir du XVIIIe siècle. Bon, on sait que Marvejols a été un noyau important de cette activité lainière, mais pas que. On a Langogne, on va en parler tout de suite. Donc une mécanisation qui démarre à la fin du XVIIIe et qui va s'amplifier au XIXe siècle. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Donc voilà, un exemple sur Marvejols, mais que c'est vous juste connaissez. L'évolution donc de petits moulins en fait à blé qui deviennent en fait de véritables domaines sur lesquels les filatures vont s'installer. Donc là, l'exemple de Binetton est intéressant puisqu'on a eu un procès, et du coup on a des plans estimatifs entre avant et après, mais qui permettent en fait de mesurer aussi l'agrandissement et l'accroissement en fait, de l'activité. Du coup, avec pour Binetton, donc vraiment les bâtiments industriels, le logis patronal, une chapelle, une halle, des jardins. On a également en fait beaucoup de maisons en fait d'ouvriers qui vont être construites, et on a encore actuellement donc le patrimoine est toujours en place puisque actuellement c'est donc le Clos du Nid qui occupe les lieux, et une grande partie de ces bâtiments ont été conservés, étant ici la chapelle aussi. Au moins extérieurement. Là, elle a disparu. Oui, là, elle a disparu. Ouais. Mais voilà, on a quand même la chapelle encore, on a une petite maison. Et j'avais juste mis une diapositive pour montrer à l'intérieur comment la disposition d'une filature de laine, comment ça fonctionne à peu près. Pour la répartition sur les étages, pourquoi il y a autant d'étages, ce genre de choses. Et là, c'est lié au travail. Et du coup, moi, je dirais quelques mots de la filature des calcaires que je connais un petit peu mieux pour avoir traité le dossier depuis sa protection au titre des monuments historiques. Donc, je vous invite à la visiter si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait, parce que ça reste un ensemble assez extraordinaire qui avait gardé toute sa machinerie au moment donc, où où Monsieur Angle a pris sa retraite. Donc, cette filature avait été identifiée par Gisèle Boyer, et c'est elle qui avait alerté sur l'intérêt des machines conservées à l'intérieur. Et donc on a pu enclencher donc, sur une protection au titre des monuments historiques de l'ensemble des machines. Donc ils sont classés monuments historiques, toutes les machines de la filature sont classées. C'est les seuls dans le département, et c'est un des rares ensembles français. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Vous pouvez regarder sur les bases de données nationales. Et le bâtiment par contre lui-même n'est qu'inscrit, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'a pas un caractère extraordinaire en termes de qualité du bâti, mais il abrite un ensemble exceptionnel. Donc il fallait impérativement que le contenu soit protégé par le contenu soit protégé par le contenant. Donc c'est pour ça qu'on a inscrit au titre des monuments historiques le bâtiment. Donc quelques images de ces machines qui ont bénéficié donc en 2016 d'un gros travail de notre autre collaboratrice Cécile Vanlière, parce qu'elles étaient à nouveau attaquées par les insectes et complètement envahies par la laine qui est grasse. Donc les machines étaient à nouveau en train de gripper, au sens strict du terme. Donc un gros travail de conservation préventive qui a pu être fait, et curative sur les machines, et derrière une réouverture au public. Et maintenant il y a un entretien régulier qui est fait par un restaurateur.
la commune ayant repris la gestion de la filature, alors qu'avant c'était une gestion associative un peu plus compliquée. Mais il faut quand même toujours mettre ça sous surveillance. Vous voyez, le restaurateur qui nous suit l'entretien des machines, la difficulté et l'avantage, c'est que comme elles sont encore en usage, on les utilise, donc ça c'est bien, ça permet de les faire tourner, de montrer aux gens comment marchaient ces machines, mais l'inconvénient c'est que du coup on les use, hein. À les utiliser, on les use, donc il faut arriver, et c'est le plus difficile, à doser entre l'usage, qu'il est bien de maintenir, et pas trop d'usage non plus, pour pas les casser, pas trop les user, et pas trop remplacer les pièces, parce qu'une fois qu'elles sont usées, on va être obligé de les remplacer, et on va perdre l'authenticité des machines. Donc ça c'est juste une petite réflexion en termes de conservation qui sont importantes. On voulait dire un mot des chapelleries, parce que ça c'est un petit peu moins connu, qui étaient très nombreuses à Merueis. C'est dans les filatures, voilà, la laine servait aussi à constituer du feutre, et Merueis en effet en fait une spécialité. Ouais. Donc Philippe Chambon a beaucoup étudié la question, c'est vrai qu'il était très pointu. Donc il fallait juste évoquer le fait qu'on ne faisait pas que de la laine, on faisait aussi du feutre. Et parmi la diversité en fait d'activités, on voulait juste le signaler. Malheureusement là, pour le coup, il ne nous reste plus de machines par exemple. Là, on n'a plus du tout de vestiges de machines. Des mégisseries, assez bien identifiées aussi sur le secteur de la canourgue, hein, le travail du cuir. Donc, qui est nécessaire de toute façon aussi bien pour les machineries que pour le tannage, ce genre de choses. L'activité. L'eau reste de toute façon au centre de ces activités. Et sachant que c'est pareil, on n'a plus du tout de machines, de mégisserie en Lozère, à notre connaissance, en tout cas, sauf s'il y en a chez les privés, mais en tout cas pas dans les édifices qui ont été inventoriés par Michel Viennin ou par nous. Quelques mots sur la soie, bien sûr, hein, filature de soie en Cévennes. Il y en avait plusieurs. Il y en a une de conservée donc à Saint-Étienne-Val-de-Loire française, le bâtiment, voilà, qui était encore là, enfin, qui est encore là. C'est un bâtiment en fait qui se situe vraiment au bas du village, qui est pas très loin du Gardon. Et donc on a encore ces belles arcades en briques qui sont vraiment typiques de la construction de l'époque, hein, 1800 fin 19e, et qui appartenait donc à la famille Lafont, dont un des descendants en fait faisait beaucoup de photographie, donc Gabriel Lafont. Et on a quelques ensembles bien connus en fait de l'activité de la sériciculture grâce à ce notaire photographe, musicien et artiste dans l'âme. Et il faisait vraiment un peu de tout. Et il a constitué vraiment un fonds très intéressant de ce point de vue-là. Et qui est au musée des Maisons Rouges. Qui est conservé, oui, au musée des Maisons Rouges à Saint-Jean-du-Gard. Et là, la filature Sainte-Croix-Vallée française que j'ai eu le bonheur et la joie de voir encore pas en activité, Dieu merci, mais en état de conservation. Hein, c'est la photo que vous avez sur la gauche, hein, qui a été faite par un des photographes professionnels de l'inventaire général, alors que je faisais l'inventaire moi-même. Mais malheureusement, on a essayé à l'époque de sauver les machines et le bâtiment, mais le bâtiment avait le malheur d'être dans un rétrécissement de la voie, et la nécessité a fait loi. On n'a absolument pas pu sauver le bâtiment, qui n'avait pas, lui, de caractère particulier, donc pas moyen de le protéger au titre des monuments historiques. Donc les machines ont été rachetées ou récupérées, ça je ne sais pas trop, par le musée de Maisons Rouges. Donc les machines sont conservées, mais ne sont plus du tout dans leur lieu. La filature a été rasée. Et pour la partie minière, vous voyez beaucoup de filons sur l'ensemble du département, principalement dans les Cévennes, mais pas que quand même. Hein. Il y en avait aussi sur de la barite à Barjac. Enfin bon, ça, je pense que certains d'entre vous connaissent bien la question également. Donc une activité minière importante qui date du Moyen-Âge, mais qui se renforce et s'industrialise au XIXe siècle, et qui était en activité pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc on ne pouvait pas ne pas vous parler des mines de Vialas, dont on suit le dossier depuis très longtemps à la conservation. Donc les mines identifiées depuis l'Antiquité, mais qui sont surtout en fort développement au XIXe siècle. Et surtout, la photo qu'on vous a mise ici, vous voyez cette grande construction au fond des ruines de la fonderie, c'est un four à coupellation. Donc c'est la technique qui permettait de séparer le plomb de l'argent. Et bien ce four à coupellation est conservé, c'est le seul d'Europe. Donc il faut quand même le savoir. Ces fours à coupellation étaient souvent détruits au moment de la fermeture des fonderies. Et celui-là, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas été détruit, il est encore là, donc il intéresse fortement
les archéologues spécialisés en archéologie minière. Donc un programme d'archéologie a recommencé l'année dernière et devrait se poursuivre là sur 3 ans avec un gros programme d'études de ce four à copellation bien sûr et d'études d'une autre partie qu'on va vous montrer. Voilà une photo de l'usine de Vialas pendant son activité, donc qui a duré jusqu'en 1920 à peu près, jusqu'au début du XXe siècle. Et voilà. Donc... Et la particularité, c'est vraiment que la fonderie a été construite en fait au croisement de deux cours d'eau. Elle est vraiment construite au-dessus. Donc ils ont construit cette voûte sur 100 mètres de long pour pouvoir installer la fonderie. Vous voyez la longueur, elle est là. Donc la fonderie dont vous avez vu les ruines, la photo précédente, elle est là. Et tout la gestion de l'eau se faisait donc en dessous directement de la fonderie. Ils profitaient donc des deux cours d'eau pour pouvoir alimenter les machines qui étaient du coup assez importantes. Pratiquement j'exagère, mais beaucoup de monnaies d'argent de la fin du 19e siècle étaient de l'argent qui venait de Vialas, la monnaie française de la deuxième moitié du 19e. Et donc les archéologues ont commencé de travailler aussi sur l'autre. Là on est exactement à l'opposé du four à copellation. Ils sont en train donc de travailler, ils ont découvert des meules. Enfin voilà, là les travaux vont être en cours. Enfin vont commencer, vont durer pendant 3 ans. Un site que tu as visité, intéressant aussi. Donc c'est un site intéressant qui est privé, qui se trouve sur la commune de Bédoise-Cocurès. C'est un site industriel qui est en ruine puisque c'est vraiment un ensemble métallique. On voit encore des charpentes métalliques qui sont dans cet état-là. Mais il y a une grande partie en fait des bacs, notamment de lavage du minerai, qui sont encore en place. On a un énorme, c'est vraiment le site est encore presque cristallisé dans son état, donc c'est assez intéressant. On n'a pas le droit d'y aller, c'est dangereux, mais il est vraiment remarquable parce que il y a encore vraiment on arrive à distinguer en fait toutes les activités qui s'y faisaient. Donc c'est fermé en 61, donc c'est pas si vieux. C'est pas très vieux, c'est de l'archéologie industrielle presque. Et on voulait terminer en guise d'un peu de conclusion, sur la problématique de l'eau en Cévennes qui est assez particulière et vous montrer surtout des très belles photos des derniers inventaires qu'a réalisé Cécile. Alors là, les systèmes. Là, je vais surtout remercier Marc Dombre qui n'est pas là, mais bon, peut-être que vous le connaissez aussi. Qui m'a guidée sur ce travail, puisque c'est un ensemble d'aménagements qui sont liés à la gestion de l'eau en Cévennes. Donc l'eau qui peut être très forte, très violente, en abondance, qu'il faut pouvoir évacuer rapidement. Donc évacuer ou stocker dans les gourgues pour les moulins à l'époque, mais en tout cas il y avait nécessité en fait de l'orienter et de l'évacuer. Donc alors, les trinquates, qui sont des petits canaux qui partent des trucales, si je me souviens de tous les noms occitans, donc des sommets des serres et qui partent à 45 degrés en biais et qui récupèrent toute l'eau en fait qui va tomber sur les flancs de collines et qui va s'évacuer dans les ruisseaux. Ces trinquates donc suivent complètement, il y en a plusieurs, et elles permettent d'évacuer comme ça l'eau au fur et à mesure et protéger notamment les habitations qui sont situées en dessous. Elles sont orientées donc notamment dans des sortes de canalisations. Donc là on en a un exemple au Vernet où le fond a été caladé, c'est-à-dire vraiment une mise une technique particulière où on va mettre les pierres de champ, les aligner de façon à faciliter en fait l'évacuation de l'eau et le drainage de l'eau. Donc voilà des exemples de taille assez extraordinaire de ces canaux. Voilà. Donc là c'est façonné ou taillé. Un trincate avec donc ça c'est un trincate, donc c'est vraiment le ruisseau qui est complètement travaillé. Et ici sa sortie d'eau en fait qui atterrit ici, on est vraiment au-dessus du Méran sur le chemin de Stevenson. C'est l'ancienne route départementale qui a été maintenant qui est en usage en tant que GR. Et donc moi quand je suis passée, j'ai juste vu la sortie du trinquat. Je me dis bon, je vais aller jeter un œil pour voir à quoi il ressemble au-dessus. Et en fait, si, vas-y. Donc en gros ma photo d'avant, on était là, donc ça c'est la route qui est mène en GR, et on est à ce niveau-là. Du coup, en remontant, en fait, je me suis rendu compte qu'en plus des trinquates, il y avait 2 énormes bassins, des cuves
qui ont été creusés dans le schiste, qui permettaient de récupérer l'eau, donc que je n'ai pas vu ailleurs. En fait, c'est vraiment le seul exemple, moi, que j'ai vu pour l'instant. Après, je n'ai pas fait tout le fin fond des Cévennes, mais ce sont des cuves qui sont vraiment monumentales. Elles sont donc construites sur le long du Trinquate. Elles permettaient de récupérer l'eau et de la stocker pour les cultures, pour la terrasse, pour arroser les jardins qui sont juste à côté, pour certainement les animaux. Mais bon, voilà. Les réserves d'eau importantes. Ce sont des réserves, oui. Et le propriétaire, donc, lui, qui a eu l'occasion de les voir pleines, vides, a pu les mesurer. Et donc, voilà, c'est des volumes qui sont, enfin, pour la deuxième, là, à droite, quasiment 15 mètres cubes qui sont à disposition, et qui protège aussi, du coup, sa maison, puisque sa maison est juste en dessous. Donc, le Trinquate permet vraiment d'évacuer la garder, l'évacuer. Voilà, donc là, voilà. Moi, quand je l'ai vu taillé dans le schiste, entièrement taillé dans le schiste. Donc, moi, quand je l'ai vu à gauche, et le propriétaire qui l'a prise pleine quand il pleuvait, un épisode séminole. Donc là, c'était la même sortie que tout à l'heure. Donc ces trinquates ou ces fossés en fait, d'évacuation, on les retrouve aussi le long des drailles. Donc les drailles qui sont les chemins qui permettaient aux moutons de monter ou de descendre, et qui sont encore conservés sur certaines portions. Autre élément très important et qui sont vraiment spécifiques aux Cévennes, ce sont les rascasses. Alors, il y a eu plusieurs noms que j'ai entendus, Cadène, Restan, Rascasse, donc Marc d'Ombre utilise Rascasse, puisque c'est certainement aussi lié en fait à certaines vallées, il y a aussi ces problématiques de vocabulaire qui sont liées aux vallées. Donc les Rascasses, en fait, c'est un système de barrage. Le long du Valat, tout au long du ruisseau, on va avoir un système en escalier qui va permettre de couper le débit de l'eau. Quand il y a vraiment trop d'eau qui arrive, en fait, le fait de faire des paliers le long du cours d'eau va à la fois amortir, en fait, va arrêter la course de l'eau, va casser complètement son intensité, et on va en profiter aussi, tout au long de ces rascasses, de dériver l'eau pour pouvoir la mener en fait, sur les terrasses collatérales. On va aménager en fait, le fond de la vallée avec les terrasses, et ces rascasses vont permettre d'alimenter en fait, les cultures qui sont sur les côtés. Donc c'est vraiment un système très ingénieux d'utilisation en fait, de ces éléments. On a des rascasses de toute hauteur, de toute largeur. Elles font la totalité en fait, de l'emprise du ruisseau. Souvent, elles ont un profil convexe pour justement résister à la pression de l'eau. Donc c'est toujours le cas. Et souvent, elles sont faites en pierre clavée, donc c'est-à-dire en pierre de champ. Là, ces éléments, voilà, plus en bas, mais en fait, ces éléments sont assez... Ouais. Donc là, on voit qu'effectivement, elles sont pleines de mousse parce que ces éléments sont maintenant assez rares. À partir du moment où une des rascasses cède, toutes les autres cèdent aussi, parce que c'est vraiment une voie des séries, elles fonctionnent en série, elles se protègent les unes les autres. Du coup, c'est l'entretien qui permettait vraiment à ce patrimoine de vivre, et actuellement, la plupart où les vallées existent, où elles existaient dans les vallées, elles ont quasiment toutes disparu, donc Marc nous permet de voir encore les survivantes, on va dire ça comme ça. Celles qui tiennent encore. Ouais, celles qui tiennent encore, et qui sont parfois sur des hauteurs de 7 à 8 mètres, sur des longueurs de 30 mètres de large. C'est vraiment pour moi, ça fait partie en fait, du patrimoine presque monumental, qui est vraiment spécifique aux Cévennes et qui a requis une technique et un savoir-faire qui sont vraiment incroyables. Mais il y a un savoir-faire en termes de construction, d'adaptation, de technique, mais aussi un savoir-faire en termes hydrauliques, parce que ça voulait dire gérer la puissance de l'eau par rapport au sommet du cerf jusqu'en bas de la volée, savoir combien on allait en mettre, gérer l'eau au niveau horizontal, puisque ça irriguait, comme elle le disait, les terrasses qui étaient à chacun des paliers. Ça répond à un réseau. Voilà, il fallait raisonner en termes de réseau. C'était pas le petit agriculteur qui faisait son petit barrage devant sa maison. Il fallait raisonner vraiment sur tout le pan d'une montagne. Et il y a aussi, indépendamment de la non-conservation, parce qu'il y a un bon entretien, il y a aussi une demande d'effacer les fameux seuils. Donc il y a aussi des volontés, entre guillemets, de les éliminer pour ne pas arrêter l'eau. Or, ne pas arrêter l'eau dans les Cévennes, ça veut dire que la terre va descendre en bas. Donc, ça va être une vraie catastrophe écologique dans les années qui viennent si on n'entretient pas ces barrages, à mon avis.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et voilà quelques Alors, images. l'image du lidar, en fait, là, il y en a 3 sur ce valate-là, donc dans les ronds rouges, et on voit bien qu'en fait, le RASCAS permet d'irriguer les bancelles, une continuité des bancelles qui sont juste à côté. Je vous ai mis juste le petit bassin parce qu'en fait, le système de RASCAS permet aussi, c'est ce que Marc m'a dit, parce que là, c'est vraiment l'artisan qui parle, permettait aussi en fait, de récupérer des matériaux. En fait, la RASCAS va permettre de différencier le sable, les gros calibres, les gros cailloux, et elle filtre, voilà. Et il me disait que lui, sur ses chantiers, avant pouvait récupérer comme ça en fait, du matériau déjà trié pour pouvoir faire du mortier ou avoir des pierres de l'os qui sont parfaitement calibrées parce que en fait, ce tri se fait naturellement. C'est vraiment des choses qui faisaient partie en fait, aussi du système. Là, je vous ai juste mis une prise d'eau qui était aménagée, donc en fait, la prise d'eau d'un des ruisseaux, où sur les côtés, là, en fait, tout a été complètement creusé pour pouvoir pour pouvoir orienter l'eau, entre autres, sur les bancelles. Et je finis par les plus belles, parce que là, je crois que, pour moi, c'est presque... Ça devrait être classé monument historique pour moi, je sais pas. Techniquement, c'est incroyable. Il y a une alternance de pierres clavées, donc mises sur le champ, avec des pierres horizontales, c'est extraordinaire. Ça et elles font au moins 5 à 6 mètres de hauteur sur à peu près 15 mètres de longueur. Donc c'est dans un seul valate. Donc là, c'est certainement les mêmes constructeurs qui l'ont fait parce qu'on a plusieurs exemples de ce type-là, avec ce degré de technique et esthétique en fait qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment des RASCAS qui sont. Elles n'ont pas bougé celles-là. Et elles n'ont pas bougé. Elles sont vraiment splendides. Donc c'est le mot de la fin. Du coup, je termine sur cette note-là pour alerter justement sur ce savoir-faire qui est vraiment important puisque on se rend compte maintenant avec les aléas climatiques qu'à un moment donné, on ne les a pas construites pour rien ces RASCAS et le savoir-faire est vraiment important dans ce cas-là puisque il est vraiment adapté au milieu environnemental et là tout à fait, pour le coup des Cévennes, on est vraiment dans une cohésion parfaite entre la technique et l'aménagement du territoire. Donc ce sont des éléments qui sont voués, j'espère, à ne pas disparaître, puisqu'on a aussi des artisans qui se battent pour ça. Mais ce sont des petits éléments vernaculaires, là, pour le coup, qui ont vraiment une importance majeure. Et pour moi, presque, qui mériterait vraiment un classement, en fait, une protection particulière. Voilà. Mais sachant que ces constructions, elles sont compliquées à atteindre. Ah oui, ça par contre, il faut que ça soit pas utile. Voilà, non mais bon, c'est aussi une difficulté par rapport à la conservation. Alors ça les conserve de beauté parce qu'il n'y a pas trop de monde qui y va, mais d'un autre côté, on ne peut pas exercer une surveillance régulière dessus. Donc c'est une vraie question. Et moi je dirais juste, parce que je l'avais écrit, je continue de le dire, les Cévennes, on en a une image très envahie par la végétation. On s'imagine qu'on est dans la forêt perdue. Et en fait, c'est une image mais complètement fausse. On voit que tous les flancs de ces montagnes cévenoles sont construits du sol au plafond, j'allais dire, du fond de la vallée en haut des serres. Tout est construit, c'est soit de l'horizontal avec les bancelles, les barrages, les canaux, soit du vertical avec les moulins et compagnie. Mais dans tous les cas, on est sur de la construction partout. Et ça ne se voit plus. Et ce qui ne se voit plus est toujours en danger. Voilà. Donc, voilà, on a essayé de tenir à peu près 1 heure. On voulait surtout vous faire cette grande balade visuelle à travers ce patrimoine vernaculaire qu'on a un peu du mal à dater, mais que Cécile continue d'inventorier après moi et qu'il faudra continuer d'inventorier derrière nous aussi. On est peut-être encore les dernières générations qui pouvons voir ces patrimoines-là. Je ne suis pas sûre que les personnes qui vont nous suivre dans 2 ou 3 générations pourront encore les voir. En tout cas, je parle du patrimoine vernaculaire, de nos maisons. Mais bon, j'espère que je me trompe et que les générations aussi qui nous suivent s'empareront un peu de ces questions-là. Parce qu'elles témoignent d'un savoir-faire quand même plus incroyable que ce qu'on peut imaginer en pensant que les générations qui nous ont précédés n'avaient pas de savoir. Voilà, là c'est un vrai savoir qu'il faudrait qu'on puisse enregistrer. Voilà, si vous avez des questions, on est